derrière ces applications, il y a des conséquences qu'il faut prendre en compte, hein, parce que si, par exemple, on prend le cas du doublage, qui est très simple, si on y injecte de l'IA, qu'on fait toutes ces modifications visuelles, ces doublages automatiques, il y a des métiers qui vont disparaître. Est-ce qu'on a envie d'être responsable de ce genre de changement quand même assez abrupt? Peut-être pas forcément. Bonjour Louis Abel. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'Université de Lorraine, vous intervenez à l'INRIA, l'Institut national de la recherche en informatique, et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Dynalypse. Vous êtes spécialiste de la synchronisation entre la voix et les mouvements de la bouche dans les images de synthèse. Alors on parle beaucoup en ce moment de la start-up américaine HeyGen, qui permet de faire parler des gens en vidéo dans n'importe quelle langue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe d'une telle technologie? C'est ça, là, HeyGen, c'est vraiment le bon exemple d'une startup qui va amener énormément de technologies sur un seul produit. De la traduction de voix, de la traduction automatique, on va convertir une voix aussi pour la faire parler dans une nouvelle langue. Il y a aussi de la retouche vidéo pour pouvoir avoir cette synchronisation labiale de la nouvelle langue. Donc on a vraiment beaucoup de systèmes en même temps qui interopèrent et on a cette magie de l'IA qui arrive. On comprend qu'il y a plusieurs briques dans une application comme celle de HeyGen. Il y a la reconnaissance du texte, la fabrication de l'oral, etc. Et puis donc il y a ce qui donne cet aspect spectaculaire, c'est la synchronisation labiale. Comment est-ce que on procède aujourd'hui? Comment est-ce que ça marche en fait? Bah, c'est la brique la plus dure. C'est-à-dire que le traitement de la parole, ça fait quand même quelques années que c'est assez maîtrisé, hein. On voit souvent dans les assistants vocaux qu'on a dans nos téléphones, la qualité de la voix est quand même assez bonne. Mais le gros défi, c'était la vidéo. Et là, on s'approche en fait sur ce qu'on appelle les deepfakes. C'est-à-dire, on va générer des images pour remplacer du coup cette partie sur les lèvres et générer des nouvelles lèvres qui articulent dans une nouvelle langue. Donc c'est vraiment générer de la nouvelle information et faire croire qu'une personne est en train de parler une nouvelle langue. Donc on génère des mouvements de lèvres qui reprennent ceux d'un être humain quand il parle, en prononçant les P, les L, les R, je sais pas quoi, etc. C'est ça. On va générer une image qui est la plus proche possible de quelqu'un qui va articuler dans une nouvelle langue. Oui. Et alors après, c'est un bout de vidéo qui est plaqué sur la vidéo d'origine, en fait. Alors il y a plusieurs techniques, donc après je ne peux pas savoir forcément ce que fait HeyGen en détail, hein, bien sûr, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est-à-dire il va sûrement détecter où se trouve le visage dans l'image, détecter derrière après où sont les lèvres sur ce visage, et après appliquer une retouche vidéo, on peut dire, sur une nouvelle séquence qu'il va générer. Mmh. Donc en fait, contrairement au doublage de films, par exemple, où le comédien essaye de coller au mouvement des lèvres, plus ou moins bien d'ailleurs, en Oui, général, souvent pas très bien en réalité. Là, véritablement, on refabrique une image de bouche. exactement. Là, on n'a plus de limite en termes de doubleur. Si un doubleur devait retoucher comme ça un film, il serait totalement libre de dire ce qu'il a envie et la vidéo collerait sans problème. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez exactement à travers votre start-up Dynalypse? Alors, je suis pas tout seul dans ce projet, hein, bien évidemment. À l'origine de tout ça, de Dynalypse, on avait Slimuni, donc qui est mon actuel directeur de thèse, et qui est également cofondateur avec nous, et son doctorant, donc Théo Biasuto-Lerva, chercheur également à l'INRIA et cofondateur. Donc lui, c'était l'objet de sa thèse justement de générer les mouvements des lèvres à partir de la parole pour faire de la synchronisation labiale. Mais nous, là où on opère dans Dynalypse, c'est dans le virtuel. On ne génère pas d'images, on génère simplement des trajectoires qui n'ont pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo encore, on est vraiment sur un espace virtuel. Donc nous, nos applications, ça va pas être justement le doublage sur de l'image, ça va être la création d'animations, par exemple pour le monde du jeu vidéo ou des films. Quand on voit des cartoons ou des productions virtuelles avec, par exemple, des acteurs qui seront scannés, on pourra les animer, mais on n'est pas sur du deepfake, justement. C'est un des gros points qu'on ne veut pas aborder, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problématiques qui se cachent derrière ces deepfakes. Mais pour quelles raisons? Pour des raisons éthiques, on va dire? Pour beaucoup de raisons, ne serait-ce
techniquement parlant, c'est une difficulté. Générer des pixels à ce point réaliste, c'est un problème. Donc, sur les démos d'iGen, on peut voir quand même que c'est assez bien fait. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de problème. Mais outre les difficultés techniques, le plus gros problème pour nous, et à mon sens, c'est le problème de l'éthique. C'est-à-dire que là, on voit des démonstrations qui sont plutôt bénines, hein. C'est une personne qui va changer sa langue, mais ça pourrait dériver sur énormément de choses. Et on n'a pas forcément envie de, nous, en tant que chercheurs, s'impliquer dans ces décisions, s'impliquer dans ces problématiques, parce que on n'a pas envie d'être à l'origine d'une technologie qui va causer des dérives. Ouais. Même si, je vais me faire l'avocat du diable, mais même si le marché de ce type d'application paraît colossal aujourd'hui. Le marché est colossal. Et voilà. On peut imaginer que ça va impacter le monde du doublage dans le cinéma, les séries, etc. Mais pour les entreprises aussi, il y a plein d'applications dans ce domaine. Il y a énormément d'applications, hein. Il y a tout ce qui va être téléassistance, qui va être traduction en temps réel, automatique, le doublage, le film. Ça touche énormément de choses. Ça, par contre, c'est des bonnes applications. C'est des choses qui peuvent vraiment révolutionner la manière des choses. Mais même derrière ces applications, il y a des conséquences qu'il faut prendre en compte, hein, parce que si, par exemple, on prend le cas du doublage, qui est très simple, si on y injecte de l'IA, qu'on fait toutes ces modifications visuelles, ces doublages automatiques, il y a des métiers qui vont disparaître. Est-ce qu'on a envie d'être responsable de ce genre de changement quand même assez abrupt? Peut-être pas forcément. Mmh. Donc nous, notre décision qu'on a à Dynalib, c'est qu'on a créé une technologie qui permet de faire de la synchronisation labiale dans le monde virtuel, donc sur des personnages à animer. Mais cette synchronisation labiale, par exemple, elle est neutre. On n'a pas d'émotion, on n'a pas de colère, de tristesse, il n'y a pas d'intention émotionnelle. Ce travail-là, il reste à l'animateur. L'animateur, on lui retire la tâche qu'il n'a pas envie de faire et on lui laisse là où l'humain peut s'exprimer, c'est-à-dire les caractères émotionnels. Quelque chose qu'une intelligence artificielle peut difficilement copier ou prédire. D'accord. Quand vous dites l'animateur, ça va être l'animateur d'un personnage dans le cadre d'un jeu vidéo ou d'un film d'animation, par exemple. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui va devoir dire que à tel moment sur l'image, il y aura un sourire, il va parler avec telle expression, tout ça, c'est quelque chose qui est soit fait manuellement, soit fait avec des outils tels que de la motion capture, hein, dans des très grosses productions. Il y a toujours souvent un humain pour retoucher, affiner, corriger. Et c'est souvent des choses qu'une IA pourrait faire, mais va pas le faire correctement. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas assez puissante pour le faire proprement, vous voulez dire, ou... Disons qu'elle va essayer de faire quelque chose de très générique. C'est pour ça que les démonstrations qu'on voit sur iGen, ça marche bien, parce que c'est quelqu'un qui parle de manière normale, hein. On n'a pas encore vu de démonstration où il est en train de faire des grands discours avec beaucoup d'intention, beaucoup de représentation. Là, on n'est pas sur des cas extrêmes. Donc ça, c'est très facile à gérer. Mais si on est sur une personne, par exemple, qui a des tics de langage ou des tics d'expression, peut-être une lèvre qui saute ou qui est plus étirée que quelqu'un d'habitude, on ne sait toujours pas si ça marche. Et c'est ce genre de cas où je pense que là, on va trouver les limitations de l'IA, parce que on volerait l'identité de quelqu'un si on était capable de faire ça. Alors vous ne voulez pas vous voler, ou en tout cas vous voulez pas que l'IA vole l'identité de quelqu'un, mais vous laissez la possibilité à un professionnel humain d'injecter quand même ces petites imperfections pour mettre de l'émotion. Alors, il va être capable de faire ça, mais nous, c'est le point important, hein, c'est qu'on est dans du virtuel, c'est-à-dire on est dans de la 3D. Donc, on ne peut pas, par exemple, voler l'identité de quelqu'un, puisqu'il faudrait pour ça qu'on soit dans le monde réel. Là, on va vraiment être dans un jeu vidéo ou dans un cartoon, un film d'animation. Donc, on ne peut pas, impersonnifier quelqu'un là-dessus. Notre technologie agit sur de la 3D. Et pour passer à cette étape de deepfake, il faudrait quand même avoir, par exemple, un moteur de rendu qui puisse être aussi réaliste que la réalité. C'est pas encore le cas. On a des rendus très très réalistes, hein, sur la page web, par exemple, de Dynalibs. On peut voir des avatars très jolis, très réalistes, très détaillés, mais on voit tout de suite que c'est pas réel. C'est là la grande différence, c'est que les technologies d'IA type iGen vont, elles, agir sur des vidéos. Nous, on agit sur du virtuel. C'est destiné à quel type d'application, essentiellement, Dynalibs? Eh ben, toute production qui vont être virtuelles.
toute production où quelqu'un s'imagine, il a envie de parler, il a envie de faire un spot publicitaire, il a envie de faire un court-métrage, un film, un jeu vidéo, dès qu'il va y avoir du dialogue, il va falloir animer les personnages et c'est là que nous, on peut intervenir. On va animer les personnes pendant qu'elles parlent, de façon réaliste. Comment est-ce qu'on faisait jusqu'à présent pour les films d'animation, par exemple? Alors, manuellement, la plupart du temps. Si on prend les films d'animation, ça va être très très fortement à la main. Donc une armée d'animateurs qui vont passer des semaines, des mois à animer image par image. Peut-être pas image par image, mais séquence par séquence. À Ce qui faire prend bouger énormément les de temps. lèvres manuellement avec la souris sur l'écran pour faire croire que... C'est ça. Plus l'animation va être réaliste, plus il va falloir être précis sur son animation. Sur du cartoon, c'est déjà un peu plus rapide, mais il faut le faire retoucher à la main à chaque fois. Après, sur d'autres productions, on a la motion capture, donc c'est là où on a pas mal de CGI, d'effets 3D. Mhm. Donc la motion capture, on va filmer un acteur, souvent avec des marqueurs sur le visage ou ce genre de choses, et ça va capturer les mouvements en 3D qu'on va pouvoir remettre sur un avatar. Le gros défaut de ça, c'est il faut il faut un studio entier, il faut du matériel qui coûte très cher. On est sur des fois des centaines de milliers d'euros. Maintenant, on peut faire de la motion capture avec les téléphones, mais du coup, qui dit téléphone dit précision assez limitée sur tout Mhm. ce qui concerne les lèvres. Et donc voilà, on a soit on va sur du manuel et c'est très très long, soit on va sur de la motion capture un peu plus automatisée, mais du coup, on va peut-être prendre un coup en termes de qualité. Et c'est là que nous, on arrive et on propose un système automatique de qualité qui coûte pas cher, du coup, mais qui ne remplace quand même pas un métier d'animateur. On vient en complément de celui-ci et pas pour le remplacer. Pardon d'insister, mais je reviens à ce côté l'automatisation extrême vers laquelle vous voulez pas aller. On a l'impression que c'est... Alors d'un côté, c'est tout à votre honneur. On sent qu'il y a des... c'est une question de choix, de valeurs, etc. Mais d'un autre côté, on se demande si vous n'avez pas passé à côté des véritables perspectives économiques de ce type d'outils. En soi, on peut passer à côté de certains marchés. La question, c'est est-ce qu'on a envie d'être associé à ces marchés ou pas. Ça, derrière, c'est une vision entrepreneuriale très particulière. Ça a ses avantages et ses désavantages. Moi, personnellement, je préfère, en tant qu'aussi chercheur, produire des technologies et des applications qui sont pour l'utilité publique et pas pour des dérives potentielles. Disons que si demain Dynalips proposait une technologie de deepfake et que quelqu'un s'amusait à générer une vidéo par exemple du président ou d'une personnalité publique, je, Ce qui s'est je me fait et ce sentirais qui quand même très existe. mal. Voilà, ce qui existe du coup, puisque Agent par exemple pourrait être utilisé sur ces problématiques. C'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Mmh, mmh. Donc je préfère mettre un stop dès le départ et éviter de plonger là-dedans. Vous faites de l'IA éthique. On peut dire ça, on peut dire ça. Mmh, En mmh. effet. On a également des problématiques au sein de Multispeech, justement sur ces problèmes de droit, d'anonymisation. On fait beaucoup de recherches là-dessus, par exemple, sur de l'anonymisation de données. Multispeech qui est le labo au sein de l'INRIA, c'est ça? C'est une équipe projet, voilà, au sein de l'INRIA et sur lesquels l'éthique et en fait on fait de la technologie au service de la personne. C'est une des missions quand même d'utilité publique de l'INRIA. Mmh. Pourquoi faire de la technologie si on sait qu'elle a d'énormes dérives qui pourraient vraiment causer des torts à beaucoup de personnes. Ouais, bien sûr, en termes de désinformation, et cetera, et Exactement. cetera. Il y a un autre aspect, on le sait, c'est que les outils comme Agent, par exemple, sont extrêmement consommateurs de ressources informatiques, donc de ressources énergétiques, donc un impact environnemental, et cetera. Qu'est-ce qu'il en est de la technologie de Dynalips? Ah, bah alors, celle-là, je suis fier que vous posiez la question. Parce qu'en effet, c'est une des grosses problématiques qu'on pense pas forcément. C'est que l'intelligence artificielle, ça consomme énormément en termes de, par exemple, ne serait-ce que de stockage de données, parce que c'est extrêmement gourmand en termes de données, mais également en termes de temps de calcul, puisqu'il faut entraîner ces intelligences artificielles. Et dans notre cas, on avait la problématique de créer un système avec très peu de données. Quand Théo a fait sa thèse, il n'avait accès que à une dizaine d'heures de données, ce qui est ridicule par rapport à des milliers d'heures de données que certaines compagnies ont accès. Et tout ça a été entraîné sur des ordinateurs de, on va dire, moyenne capacité. On n'est pas sur des super calculateurs, on n'est pas sur des grosses
des gros data centers. On est vraiment sur des modèles, on va dire, à taille humaine. C'est pas des choses avec des milliards de paramètres. On est sur quelque chose d'assez petit au final, puisque là où on a pu compenser, c'est l'expertise qu'on a, le savoir qu'on a. Le modèle, on l'a pas laissé faire comme ça au hasard. On lui a aussi indiqué comment marche l'articulation humaine, qu'est-ce qu'il doit vraiment vérifier, qu'est-ce qu'il doit atteindre. Et c'est cette expertise qu'on a au sein de l'Université de Lorraine et de l'INRIA qui a permis de créer un modèle très compact, qui tourne très rapidement et en utilisant très peu de ressources. Là, pour vous dire, je pense que le modèle actuel de Dynalips, il pourrait tourner sur un téléphone sans trop de problèmes. Ce genre de système, c'est quand même assez rare. Ça dit, les téléphones sont costauds aujourd'hui. Les téléphones sont costauds, ça c'est sûr. Mais je pense pas que l'intelligence artificielle d'Aigen tourne sur un téléphone, même haut de gamme. Je pense que là, on est sur quelque chose de très lourd. Oui, on est sur du data center, des choses comme ça. Oui, là, je pense qu'on est sur des gros clusters de calcul, des data centers derrière. Et en fait, générer de la vidéo, c'est extrêmement gourmand. C'est pas un secret. Donc, le fait que nous, on génère des animations va aussi nous simplifier la tâche. D'accord. C'est une problématique aussi qu'on prend en compte quand on conçoit nos nouveaux produits, nos nouvelles recherches. C'est est-ce que au final, on n'est pas en train de faire une application qui va nécessiter des dizaines de jours de calcul, des terminaux derrière où il faut des ordinateurs entiers pour pouvoir faire tourner ça. Ça sert pas à grand chose au final. Merci Louis Abel de l'INRIA et de la start-up Dynalips.